prix, délai, conditions. Trouvez les termes d'un accord. Les engagements seront réciproques. Cahier numéro 9. Négocier et conclure. Pensez à conclure aussi rapidement que possible. Échangez honnêtement et complètement. Avec la volonté de s'engager. Cahier numéro 9. Négocier et conclure. S'engager. Trouvez les termes d'un accord complet entre les exigences du client et les intérêts de votre entreprise. Prendre des engagements réciproques. Savoir dire non. Voyez le sommaire de ce cahier. Négocier et conclure. Édito. Vous êtes face à celui qui est chargé de peaufiner le dossier avant que la décision ne soit prise. Votre interlocuteur peut être le principal recommandeur qui complète son dossier avant de formuler un avis à l'attention du décideur. Votre interlocuteur peut être un acheteur professionnel dont la mission est d'analyser l'ensemble des conditions et d'imposer les règles de son entreprise. Les conditions d'achat ont alors tendance à prendre le dessus sur les conditions de vente. Votre interlocuteur peut aussi être le décideur. Les sujets à aborder sont multiples: spécification du produit ou fonctionnalité de la solution, garantie, délai de livraison, pénalité de retard, conditions de paiement, conditions générales, ce qui est inclus, ce qui ne l'est pas et bien entendu le prix. Selon le profil et les préoccupations de votre interlocuteur, certains aspects seront privilégiés. Évitez l'amateurisme. Vous devez nécessairement maîtriser tous ces sujets. Il n'y a au cours des négociations aucune place pour l'amateurisme et la faiblesse. Chaque concession coûtera à votre entreprise une partie de sa marge. Le client vous emmènera sur ses terres favorites. Plus vous vous éloignerez de vos bases, plus grandes seront vos difficultés à négocier. Vous apprendrez à conduire la négociation avec fermeté et détermination. Vous serez capable de dire non, ce qui amènera votre interlocuteur à dire oui. Évitez l'improvisation. La prospection s'organise. Les démonstrations se répètent. La qualification s'exprime avec rigueur. La proposition s'élabore. Les présentations se préparent. La négociation ne peut donc pas s'improviser. Certains des actes qui participent à l'art de vendre peuvent être confiés à des ressources spécialisées au sein de l'entreprise, ou même, partiellement, à l'extérieur. Ainsi, une aide à la prospection, jusqu'à la prise de rendez-vous, un logiciel de qualification des prospects, des outils de présentation, peuvent être mis à la disposition du vendeur pour l'aider dans l'accomplissement de sa mission. En ce qui concerne la démonstration ou la rédaction de la proposition, une assistance interne pourra se substituer au vendeur ou l'épauler dans l'accomplissement de ses tâches. Pour plaire à Béatrice. Béatrice est une jeune femme chargée de la direction d'une entreprise naissante dont la nature des activités doit demeurer confidentielle. Entourée de quelques messieurs spécialisés en matière de développement, d'analyse de marché, de finance, elle a sollicité une proposition pour l'acquisition de quelques dizaines de milliers de terminaux portables. Raymond suit l'affaire de très près. Il a rencontré Béatrice à diverses reprises et a formulé une proposition dans laquelle il a privilégié les services. Son expérience personnelle en matière de projet à l'exportation et un ensemble d'idées originales prouvent sa volonté de collaboration et la richesse de son imagination. Au-delà du raisonnable. En fait, Raymond a largement débordé du cadre strict d'une offre produit et s'est engagé sur des voies peu ordinaires. Le matériel proposé rencontre a priori les exigences imposées par le projet. Mais Raymond, pour se positionner en vue de la finale, a fait rêver Béatrice et son équipe. Son exposé sur les technologies du futur a séduit. La réquisition de ressources à l'échelle de la planète pour assurer toutes les obligations en matière de garantie a démontré son pouvoir et toute sa puissance mobilisatrice.
Réunion au sommet. Béatrice a indiqué que la décision serait prise dans un délai de 2 semaines. Raymond a donc organisé une réunion au sommet, en 2 phases. Thomas, l'administrateur délégué, est invité à rencontrer les décideurs et conseillers lors d'un déjeuner. À 14 h, Guillaume, le directeur commercial, et Henrik, le responsable de l'export, sont invités à rejoindre le groupe au siège de l'entreprise. Les techniciens en charge des développements seront aussi présents. Le choc. L'entreprise ne dispose pas encore d'une salle de réunion. La rencontre aura donc lieu dans le hall. Quelques chaises sont placées en cercle. Henrik a installé son projecteur sur une table prélevée dans la cuisine. Le mur blanc sert d'écran. L'équipe de développement est constituée de 2 personnes à la personnalité effacée. Une sorte de chef de projet, dont les bijoux montrent son penchant pour l'or, exprime sans le dévoiler l'importance et l'originalité du projet. La confidentialité lui impose de ne pas distribuer sa carte de visite. Assiste également un austère et jeune comptable qui n'a pas encore assimilé l'importance du titre dont il est affublé corporate treasurer et un vénérable entrepreneur conseil courtier investisseur, que Guillaume reconnaît. Leur dernière rencontre remonte à quelques années. Ils se rappellent l'excellent déjeuner qu'ils ont partagé il y a 8 ans. Béatrice est secrète. Sa mini-jupe est provocante. Henrik en parle encore. Dès 14 h 30, Thomas, l'administrateur délégué, prétexte un rendez-vous pour s'éclipser. Une discussion de 2 heures se terminera sur une courtoise invitation à attendre des nouvelles. Guillaume et Henrik ont privilégié le réalisme et le concret. 3 jours plus tard, Raymond, poursuivant seul les négociations, offrait un accès illimité aux ressources de nos services techniques et un local réservé, fermant à clé, pour le stockage des terminaux. Pour plaire à Béatrice. Un concurrent a signé des accords. Aucun terminal n'a jamais été livré. La négociation, un domaine réservé. La négociation est le domaine réservé du commercial professionnel. La pratique répétée et assidue mène au professionnalisme. Cependant, pour arriver à maturité en ce domaine important, le temps consacré à la préparation des négociations constitue un investissement essentiel. Les matières de base. Pour se préparer à la négociation, le vendeur doit assimiler l'ensemble des matières évoquées précédemment. Il doit donc progressivement développer ses talents et connaissances dans les domaines des produits, du juridique, de l'économie. Voilà pour la culture générale. Préparer chaque négociation. Chaque négociation sera particulière. Les préoccupations adressées, l'importance du budget, le caractère stratégique, le profil des intervenants, donneront à la négociation son caractère spécifique. Le vendeur doit donc s'imprégner de ces dimensions. Cette démarche est indispensable pour dominer ensuite la situation lors de la rencontre avec le client. Ne pas prendre le temps de la réflexion mène à l'improvisation. Le succès sera aléatoire. Le vendeur n'exerce pas dans ce cas son métier. Il devient un simple instrument d'enregistrement de commandes. Il n'est pas performant. Défendre la marge par la conformité des engagements pris, raccourcir le délai de décision, gérer les prix, voilà sa mission. Préparer la conformité. Négocier, ce n'est en aucune manière faire des concessions. C'est plutôt, au terme de discussions qui doivent nécessairement être ouvertes, arriver à exprimer un consensus entre les parties et le traduire dans un accord conforme à la normale. Il faut donc s'entendre quant à la définition de la conformité des spécifications, des délais, des prix et des conditions. Si le vendeur exprime une proposition non conforme aux usages, ceci créera un malaise. Par exemple, s'il propose des prestations anormalement faibles pour assurer une mission, le client aura un doute concernant la compétence réelle de son interlocuteur. Le vendeur croyant marquer un point, en réalité affaiblit sa position. Il perd une part de sa crédibilité. Le client est en fait à la recherche du meilleur compromis. Mais où se situe l'équilibre? Trouver la limite.
Tout au long de la négociation, le client cherche à atteindre la limite, sans pour autant compromettre la qualité du produit ou de la solution envisagée. Pour cela, il dispose d'une technique simple, solliciter du vendeur des concessions jusqu'au moment où celui-ci a atteint la limite. Le vendeur faible n'ose pas dire non. Alors qu'il souhaite plaire au client, en réalité, il l'effraie. Le client poursuivra l'expression de ses exigences tant que le vendeur répondra à ses demandes par l'affirmative. Dans ce cas, c'est le client, en général, qui met fin à la négociation par un accord ou une décision en faveur d'un concurrent qui s'est montré plus crédible. L'entreprise aura soit fait des concessions non nécessaires, soit elle aura perdu l'affaire par manque de caractère de son vendeur. Les caricaturistes. Lors des négociations, le vendeur rencontrera inévitablement des interlocuteurs qui confondront l'art de la négociation et celui de la caricature. Certains iront jusqu'à l'extrême en quittant par exemple brutalement la table de négociation en restituant l'offre au vendeur et en la déclarant totalement inacceptable. En tentant d'user la résistance nerveuse du vendeur par le recours à des stratagèmes le plus souvent non convaincants. Restez calme. N'entrez pas dans le jeu de votre interlocuteur. Concentrez-vous sur les points essentiels et concrets de votre proposition. Soulignez les avantages pour le client. Ne pratiquez jamais l'arrogance. Désolé, je ne peux pas accepter votre commande. Patrick a constitué un excellent dossier pour une société dont la mission est d'assurer la mise en œuvre de solutions informatiques pour des grandes entreprises multinationales. Il est chargé d'engager une relation avec un fournisseur de terminaux embarqués pour la fourniture d'une solution matérielle et logicielle à une société de logistique internationale. Chez CKM, Fabrice est chargé de l'affaire. Manifestement, le courant passe entre les deux hommes. Pourtant la nature du projet devrait favoriser le principal concurrent de Patrick. La mise en place de systèmes dans les véhicules automobiles est un quasi-monopole de Autodata. Spécification conforme. Fabrice est méticuleux. Il a veillé à obtenir des engagements précis concernant les spécifications des appareils qui seront montés dans les camions. Des imprimantes devront fonctionner à 2 degrés, des lecteurs laser devront lire des codes à barres dans la semi-obscurité. Patrick est consciencieux et professionnel. Il a obtenu toute garantie des usines et des services techniques. Délai conforme. Les délais de développement et de mise en œuvre des ensembles de tests sont critiques. Fabrice exige des garanties. Patrick recommande la prudence et propose une organisation par phases successives. Prix compétitif. Le client final est une multinationale très connue pour la qualité de ses produits et l'importance de ses moyens financiers. Cette société adopte une attitude conforme à son image. Elle veut acquérir une solution qui rencontre ses préoccupations réelles qui offrira donc le meilleur rapport prix-performance. Fabrice, qui connaît parfaitement la culture de l'entreprise de son client, a fait passer le message. Collaboration rigoureuse. La réussite de Fabrice dépendra de la qualité de la prestation de Patrick et de ses collaborateurs. Les conditions de la collaboration et les règles de fonctionnement sont clairement énoncées. La concurrence perd son sang-froid. Les concurrents perçoivent qu'une complicité constructive s'est établie entre Fabrice et Patrick. La réaction est incontrôlée. C'est l'assaut en direct par Autodata vers la multinationale qui refuse le dialogue. La commande. CKM passe donc naturellement commande à Patrick. C'est vendredi. Il est 16h lorsqu'elle arrive par courriel. Patrick est très satisfait en cette veille de week-end. La direction commerciale se montre moins enthousiaste. La commande renferme 3 conditions inacceptables, une clause de révision de prix incontrôlable, des conditions de paiement non conformes, l'application de pénalités unilatérales. Guillaume, le directeur commercial, prend le relais. Il informe Fabrice de son refus d'accepter la commande ainsi formulée et explique sa position. Les arguments sont évalués par CKM et 1 heure plus tard un nouveau courriel arrive. Cette fois, tout le monde est satisfait. Une commande ne peut en aucune circonstance être acceptée lorsque les conditions ne reflètent pas les accords négociés.
Une bonne affaire est celle qui satisfait les deux parties. Lors de la négociation, vous chercherez à établir un accord complet avec le client. L'une des facettes de cet accord porte sur le produit qui fait l'objet de la proposition. Il est donc essentiel de valider avec votre interlocuteur sa compréhension de ce qui fait l'objet réel de votre offre, quel produit, dans quelles configurations et quelle quantité. Vous devez impérativement à ce moment vous mettre d'accord sur les spécifications précises sous peine d'impossibilité de poursuivre toute négociation. Qu'est-ce qui est compris, qu'est-ce qui ne l'est pas? Soyez spécifique. Quelles sont les éventuelles options proposées? Éliminez le doute, mettre en confiance. Prenez le temps de répondre à toute question de votre interlocuteur qui a besoin de comprendre avant de s'engager. Le client a souvent tendance à reporter la prise de décision. L'absence d'information, l'incompréhension de ce qui est proposé ou des options dont l'utilité lui échappe créeront le doute dans son esprit. Dès lors, il ne décide pas. Assurez-vous que le client marque son accord. Il doit réellement vous dire qu'il accepte votre proposition telle que formulée. Précisez-la jusqu'à accord complet de votre interlocuteur. Ainsi vous le rassurez et vous le mettez dans de bonnes conditions pour poursuivre. Ne pas rouvrir des discussions que vous auriez dû avoir lors de précédentes rencontres au sujet des possibilités offertes, de comparaison avec les concurrents. Concentrez-vous sur votre objectif qui est d'arriver à la clôture de l'affaire. Soulignez, si nécessaire uniquement, comment votre produit ou votre solution rencontre les préoccupations exprimées par le client. Ici encore, il s'agit de le rassurer. Des changements de dernière minute. Ces explications fournies au client peuvent mener à des modifications, en dernière minute, des spécifications, des quantités ou de fonctionnalités. Soit l'impact de ces changements sur les délais, les prix et les conditions est gérable au cours de la rencontre et vous pouvez poursuivre, soit l'offre doit être reformulée. Vous adopterez une approche prudente et consciencieuse pour traduire ces modifications. L'alternative est de proposer une nouvelle rencontre pour soumettre un nouveau document qui intégrera la demande telle qu'exprimée au cours de l'entretien. Rappelez-vous, lors de l'étude du processus de qualification, nous avons insisté sur la nécessité de se préoccuper de l'avis du client au sujet de la proposition. Que pensez-vous de notre proposition? Est-elle complète, adéquate? C'est au moment de la négociation finale que cette préoccupation prend toute sa dimension. Si vous y avez été attentif, ce volet de la négociation sera d'autant facilité. Conformité des délais. Le client a marqué son accord sur le produit ou sur la solution. Un deuxième volet important de la négociation est celui du délai de livraison. Le client souhaite généralement un délai le plus court possible. Ceci est une attitude typique de toute personne décidant d'un achat. Diverses situations peuvent se présenter. Les produits sont disponibles en stock. Vérifiez avant de vous présenter à la table de négociation que les produits sont réellement disponibles dans les délais annoncés dans votre proposition. Et que votre organisation est prête à accepter la mission dans les délais que vous allez discuter avec le client. Si vous pressentez un risque de retard pour une cause quelconque, appelez l'entreprise et demandez une confirmation du délai possible si une décision est connue aujourd'hui. Cette attitude responsable rassurera votre interlocuteur et vous donnera un argument pour l'inviter à ne pas postposer sa décision. Un délai sous condition. Les produits ou solutions à livrer sont dépendants de divers facteurs comme une production en usine, une importation ou la réalisation de tâches préparatoires. Votre client sera conscient de ces contraintes et vous les aborderez franchement. Expliquez comment elles seront maîtrisées par votre organisation. Prévoyez un mécanisme d'information de votre client au sujet du suivi du délai. Si des tâches préalables sont de la responsabilité de tiers ou du client lui-même, veillez à le mentionner clairement et fixez la limite de délai à partir duquel votre entreprise aura la faculté de facturer les produits qui sont en stock à la disposition du client et immobilisés pour lui. Obtenez l'accord du client sur les délais et sur les conditions qui y sont associées. Des pénalités de retard. Dans certains secteurs d'activité, la pratique de pénalités de retard est admise. Dans ce cas, des usages existent et doivent être connus du vendeur.
Il s'y conformera en respect des politiques fixées au sein de son entreprise. Par contre, dans la plupart des cas, la pratique des pénalités de retard est tout à fait exceptionnelle et cette situation doit être gérée avec une attention particulière. La direction de l'entreprise sera sollicitée pour marquer son accord. Face à une telle demande, le vendeur développera deux arguments. D'abord, pourquoi le client n'accepterait-il pas de vous dédommager si un retard de livraison lui est attribuable? Le second argument est d'inviter le client à faire un choix pour un partenaire auquel il témoigne sa confiance. Vous vous engagerez personnellement à exercer un suivi particulier en matière de respect des délais. Vous résisterez donc avec fermeté à accéder à la demande du client jusqu'aux limites du possible. La pratique, conformité des prix. Vous êtes arrivé à un accord sur les spécifications et les délais sont convenus. Votre client est donc rassuré sur des points très concrets et pratiques. Le doute quant aux capacités de votre entreprise à rencontrer ses besoins sont donc effacés. Le round décisif. La négociation du prix est celle qui est sans doute la plus spectaculaire car éminemment mesurable. C'est le round décisif entre les acteurs qui s'affrontent. L'acheteur se doit d'obtenir quelque chose, le vendeur de ne rien abandonner d'important. Si l'acheteur est craintif, non rassuré par votre proposition et les termes de la négociation, il tentera de minimiser sa prise de risques et donc sa pression sur les prix sera maximale. Si l'acheteur est convaincu de la qualité de votre produit, du service, du partenaire, son envie de conclure sera grande. Ceci résume, me semble-t-il, tout l'art de vendre. De la qualité de chaque pas accompli avant ce moment privilégié dépendra la qualité du résultat. Le vendeur professionnel fera la différence, notamment en matière de marge brute et donc de défense de la valeur ajoutée de l'entreprise. C'est trop cher. L'intention n'est pas de traiter dans le companteau du vendeur des multiples recettes destinées à contrer l'argument « c'est trop cher ». Un journal publiait, il y a quelques années, une étude indiquant les critères de décision des acheteurs et mentionnait que le prix n'intervenait que pour 17% dans la décision. Ce pourcentage me convient. Je l'ai adopté. Le premier critère était la capacité du fournisseur à garantir la conformité de la livraison par rapport à sa proposition et donc à rencontrer les besoins. Le niveau d'importance de ce critère était supérieur à 80%. Ceci me convient également. Je l'ai donc aussi adopté. Votre avantage, votre présence. Le vendeur doit se rendre compte que sa présence à la table de négociation n'est pas un hasard. Si le client accepte cette rencontre, c'est que lui-même a qualifié que le produit, l'entreprise, le vendeur s'était montré convaincant. Vous devez donc comprendre que votre offre n'est pas dissuasive. Elle est a priori compétitive. Votre présence en atteste. Dès lors, pas de faiblesse, mais comme toujours, sans arrogance. Gérer les remises. Gérer les remises passe nécessairement par la compréhension de leur impact sur la marge de l'entreprise. Pour une remise de 10% sur prix de vente, effet sur la marge. Dans notre exemple, chaque pourcent de remise coûte à l'entreprise 2,1% de sa valeur ajoutée. Vendre la rentabilité. Lors de la négociation sur le prix, le vendeur aura constamment à l'esprit, si son produit est un bien d'investissement, un outil de gestion ou de production. La rentabilité qu'il contribuera à apporter au sein de l'entreprise du client. En combien de temps le montant de l'investissement aura-t-il été récupéré grâce aux économies réalisées? Payback. Il appartient au client de déterminer ces éléments tenant compte des réalités de son entreprise. Mais le vendeur peut l'inviter à en discuter avec lui et suggérer quelques pistes. Lorsque le produit est à haute rentabilité, le client a généralement tendance à négocier le prix avec moins d'agressivité. Si le produit a une rentabilité basse, s'il s'agit de respecter des contraintes légales par exemple, le client sera souvent plus exigeant en matière de prix d'achat. L'une de mes connaissances cite souvent cette phrase. Nous ne sommes pas assez riches pour acheter bon marché. Ceci révèle un souci d'acquérir des outils de qualité, à un prix compétitif certes, mais qui doit permettre à celui qui le fournit d'assurer le service et l'assistance garantissant un bon fonctionnement du produit. Enfin, votre client ne cherche pas à vous priver d'une juste marge commerciale.
Il est lui-même dans les affaires et il sait qu'il n'a pas intérêt à asphyxier un fournisseur. Le vendeur doit se rappeler ce principe et si nécessaire oser l'opposer au client lorsque dans la négociation il demande l'application de conditions financières inacceptables. La pratique, conformité des conditions. Le client vient de marquer son accord sur le prix. Vous voici donc presque arrivé au bout de votre peine. Presque, car il faut encore négocier les conditions. De nouveau, l'objectif est de trouver les termes d'un accord conforme à une saine logique économique. Ces conditions déterminent notamment le calendrier de facturation et les échéances des paiements. La durée de la garantie est aussi un élément qui doit être clairement exprimé. Le coût de cette garantie est bien entendu intégré dans le prix de vente. Toute concession au niveau des conditions détériore la marge et donc la rentabilité de l'affaire. Le vendeur doit se rappeler ce principe et si nécessaire oser l'opposer au client lorsque dans la négociation il demande l'application de conditions financières inacceptables. Les conditions de paiement. Ainsi, si vos conditions de paiement sont à 30 jours date de facture et que le client négocie 60 jours, il est aisé de mesurer les conséquences pour votre entreprise. Votre directeur financier verra sa trésorerie amputée du montant de la facture pendant 30 jours. Cette somme est normalement attendue pour payer les achats, les dépenses, les salaires, de votre entreprise. Le financier devra alors solliciter le banquier et obtenir un crédit dont le coût sera supporté par l'entreprise. Rappelez-vous le calcul sur la marge et les conséquences d'une remise de 1% sur le chiffre d'affaires correspondant dans notre exemple à 2,1% de la marge. Une concession de 30 jours de délai de paiement est donc dans ce cas équivalente à une remise supplémentaire dont vous pouvez calculer le poids. Invité à conclure. Puis-je vous demander d'apposer votre signature au bas de ce document? C'est en ces termes qu'un formateur aux techniques de vente initiait ses étudiants à mener le client à la conclusion d'une négociation. C'était au temps où les expressions ont changé mais la démarche est demeurée très actuelle. Le vendeur doit tenter de raccourcir les délais de prise de décision. Il doit faire mûrir la situation jusqu'au moment de récolter le fruit de son action. Attention aux situations qui pourrissent. Un fruit qui n'est pas cueilli au bon moment est un fruit condamné à pourrir. Il en est de même pour les situations commerciales. Le companto du vendeur a insisté à de nombreuses reprises sur l'importance de la gestion du temps. Ceci est particulièrement vrai au moment auquel la décision doit s'exprimer. Quel vendeur possédant quelques années d'expérience n'a pas constaté ce phénomène? Une affaire qui ne se matérialise pas est une affaire qui pourrit. Il faut donc inviter le client à conclure, dès que possible, dès qu'il dispose de tous les éléments autorisant la décision, dès que le doute a été vaincu. Le processus de négociation que nous venons de décrire devrait alors ôter au client ses dernières appréhensions. N'hésitez pas à l'inviter à s'engager. Faites donc avec votre client l'inventaire de tous les volets de la négociation que vous venez de mener. Accord sur les spécifications. Accord sur les délais. Accord sur les prix. Accord sur les conditions. Puis-je vous demander d'apposer votre signature au bas de ce document? Merci et à très bientôt. Dès que le client a marqué son accord, remerciez-le. Ensuite, sans attendre, vous terminerez la réunion. Évitez de vous étendre sous l'effet de l'euphorie grisante du succès et de prendre le risque d'annoncer au client des éléments qui risqueraient de remettre en question sa décision. Soyez courageux, fuyez. Contrat signé. Vous pouvez célébrer une victoire. Pensez à remercier tous les intervenants. Les cahiers du vendeur sont disponibles en une version sous PowerPoint, qui permet une lecture à votre rythme, et qui intègre une interface vers Copilot. L'IA proposée par Meta. Adressez un courriel à gcl.companto@gmail.
Pour préciser votre demande. Identifiez-vous, communiquez-nous vos coordonnées afin de nous permettre de vous informer complètement. Cordialement.